Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va avoir un sujet d'actualité qui va toucher à la sécurité, la confidentialité et la pression gouvernementale. J'aimerais tout d'abord présenter nos invités rapidement pour qu'on puisse vite aller dans le vif du sujet. On a d'abord à ma droite Bastien Teinturier qui travaille chez A5. Depuis 5 ans, il a commencé en tant que développeur et ensuite il est très rapidement devenu directeur technologique chez A5. Il a un gros CV. A5, si vous ne le connaissez pas, c'est une entreprise qui a développé un portefeuille Lightning qui s'appelle Phoenix, qui est aujourd'hui une des références dans le domaine. Ensuite, on a Charles Guillemet qui a commencé en tant que responsable de la sécurité chez Ledger, qui a monté le donjon, qui s'occupe d'éprouver les wallets pour voir si ça marche ou non, s'il sécurise bien nos bitcoins. Et aujourd'hui, il est CTO de Ledger. Et ensuite, on a Laurent MT, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui est important aussi dans l'écosystème, qui a développé un outil qui s'appelait OXT, qui aujourd'hui est plus disponible, qui était un explorateur de blocs, qui faisait un peu le travail de chain analysis, mais qui le mettait à la portée de tout le monde, et qui s'était associé avec Samurai, et qui aujourd'hui, avec l'arrestation de ses fondateurs, a mis la clé sous la porte, et on n'a plus accès à son service, qu'on regrette. Voilà, j'espère que j'ai bien décrit vos parcours. À présent, j'aimerais commencer par une citation d'une personne qu'on connaît assez bien dans l'écosystème, Eric Hughes, qui a écrit le manifeste des cypherpunks et qui dit « Un système anonyme permet aux individus de révéler leur identité quand ils le souhaitent et seulement quand ils le souhaitent. C'est l'essence même de la vie privée. » Aujourd'hui, ça paraît loin de nous, ces valeurs, surtout en Europe et un peu dans le monde. On entend souvent cette remarque qui revient « Si j'ai rien à cacher, pourquoi je devrais faire attention à ma vie privée ?» Et j'aimerais que vous nous rappeliez pourquoi on devrait faire attention à notre vie privée. C'est un vaste sujet, mais il y a tout un article Wikipédia là-dessus, sur cet argument, The Nothing to Hide Argument, sur je n'ai rien à cacher, et qui explique pourquoi c'est un très mauvais argument. Et par exemple, un des exemples, c'est Edward Snowden qui compare ça à dire que comme je n'ai rien à cacher, la vie privée, c'est pas important, c'est dire que comme je n'ai rien à dire, la liberté d'expression, c'est pas important. Déjà, c'est pas parce que c'est pas important pour toi que c'est pas important pour les autres, et que dégrader la vie privée pour tout le monde, juste parce que toi, tu n'as rien à cacher, c'est potentiellement quand même problématique. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation assez privilégiée en Europe et aux États-Unis, et qu'on est assez minoritaire sur avoir une certaine vie privée et pas trop de problèmes de censure aujourd'hui, ce qui pourrait changer d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que 2 tiers du monde vit sous un régime autoritaire, et que pour ces gens-là, la vie privée, c'est une question potentiellement de vie ou de mort. Pour des choses qui nous paraîtraient tout à fait légales et tout à fait normales, eux ne les ont pas, et c'est très important. La vie privée, moi je pense que c'est vraiment une question de liberté à la fin. Et souvent, on a l'impression que quand on parle de vie privée, c'est une question de cacher l'ensemble des informations qui nous concernent. La vie privée, c'est plutôt de décider ce qu'on va partager et ce qu'on va garder anonyme. C'est pas forcément tout cacher et vivre dans une cave sans parler à personne. Effectivement, il y a souvent cet argument du nothing to hide. Et en fait, je pense que si, on a plein de choses à cacher. On a tous nos secrets. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas envie de dévoiler à tout le monde. Et j'ai fait une petite expérience depuis plusieurs années. Si vous n'avez rien à cacher, donnez-moi accès à vos adresses email. Et pour ça, vous pouvez m'envoyer vos mots de passe à mypasswords@ledger.fr. Cet email existe depuis 4 ans, j'ai reçu 0 mail encore. Voilà. Donc en fait, la vie privée, c'est important. On a tous besoin on a tous des secrets, on a tous des choses qu'on n'a pas envie de révéler. Et dans le monde physique, c'est un truc qui nous paraît complètement logique. Si on avait une caméra derrière nous 24 heures sur 24, ça serait choquant. Dans le monde digital, c'est un peu plus pernicieux parce qu'on a moins la connaissance et l'awareness, la conscience qu'on dissémine tout un tas d'informations qu'on n'a pas forcément envie de publier. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, moi, je rajouterais juste, je pense qu'en fait, c'est
c'est intrinsèquement un sujet qui est politique, hein, dans le sens premier du terme, dans le sens que la balance en fait, qui existe dans une société entre la sphère privée et la sphère publique, c'est un facteur qui est extrêmement structurant des rapports de force, le terme est un peu fort, mais on va dire des équilibres de pouvoir qui régissent la société. Et donc en fait, au final, ça régit le type de relation que vous avez aux autres et le type de relation que vous avez avec les institutions surtout. Et donc suivant après les modèles de société dans lesquels vous vivez, le modèle autoritaire ou un modèle démocratique, vous n'allez pas avoir le même rapport en fait, entre sphère privée et sphère publique. Et c'est un peu, je pense, la difficulté à notre époque des démocraties libérales, c'est qu'on est dans un modèle où il y a une notion d'équilibre qui est importante, justement, l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Et en fait, tout le problème qu'on a au XXIe siècle dans notre démocratie libérale, je pense, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies de réseau, puis aussi de les capacités de traitement, enfin de collecte de données, de traitement de données, en fait, ces technologies-là servent de catalyseurs extraordinaires pour les modèles autoritaires, qui en fait sont des modèles de décision centralisée. Donc quand vous êtes sur un modèle de décision centralisée, pouvoir collecter de la donnée, c'est génial, parce qu'en fait, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Donc en fait, parce qu'on parle souvent de l'aspect de l'aspect surveillance, de l'aspect dur, mais en fait, il y a un aspect positif pour un modèle autoritaire à avoir des technologies qui en fait viennent booster votre. En fait, vous devenez plus efficient. Et le modèle, je pense, pour moi, qui est parfait de ce phénomène, c'est la Chine. La Chine est en plein dedans. Son système on parle toujours du modèle de scoring et de crédit social. Alors, il y a un côté effectivement effrayant, surtout vu de l'Ouest. Mais en fait, si vous acceptez ce modèle, en fait, c'est extraordinaire. La Chine est en train de gagner en efficience. C'est-à-dire que quand vous pouvez collecter autant de données, quand vous êtes le parti central, vous pouvez prendre des décisions sur des données, entre guillemets, factuelles. Nous, en Occident, mais on va dire dans les démocraties libérales, on a un problème autre, c'est que les technologies de collecte et de traitement massif de données remettent en cause les équilibres assez précaires et fins qu'on avait mis en place. Et en fait, notre challenge, c'est qu'il faut qu'on redéfinisse, au vu des nouvelles technologies, il faut qu'on redéfinisse de nouveaux équilibres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous aurez peut-être une vision différente, mais moi j'ai l'impression que le modèle actuel, c'est de dire ne vous inquiétez pas, Thierry Breton va prendre soin de vous protéger. Mais moi, je suis content que Thierry Breton me protège, mais surtout, je voudrais qu'on parle du rapport que moi j'ai et qu'on a tous avec Thierry Breton. Et ça ne peut pas être que lui qui le décide. Enfin bon, il n'y a pas que lui, mais vous voyez l'idée. Donc en fait, je pense que c'est le challenge qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important à l'heure actuelle. Oui, tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense qu'il y a une énorme tension avec... ça part toujours d'une très bonne volonté, d'avoir envie d'avoir accès à ces données pour faire le bien, sauf que le problème, c'est qu'avoir beaucoup de pouvoir, à la fin, ça finit toujours par corrompre, et toutes les dystopies commencent comme ça. Et au début, on commence en prenant juste un petit bout, en se disant non, mais ça va être uniquement pour faire le bien, puis ensuite, au cas par cas, la tentation se fait de vouloir utiliser l'accès à ces données pour autre chose, puis pour autre chose, et on va toujours plus loin, et en général, on revient jamais en arrière sur les acquis qu'on a commencé à obtenir. Et c'est tout simplement comme ça que commencent toutes les dystopies. Et si on peut éviter ça, je pense qu'au fond, c'est plutôt bénéfique qu'il y ait cette espèce de contre-pouvoir technologique de cryptographie, confidentialité, pour ne pas donner la tentation à une classe dirigeante d'avoir accès à tout et de risquer de tomber dans l'excès. Et je pense que c'est important d'essayer de maintenir ça et de sauvegarder ces choses-là. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que vraiment le challenge pour nous, c'est qu'on a a priori cette obligation de ne pas tomber dans la dystopie ou dans un modèle autoritaire, mais en même temps, on a aussi quand même une obligation parce que je reviens dessus, c'est que c'est aussi des outils qui améliorent l'efficience de la société. Et on a quand même, on vit pas dans un monde isolé, et donc on doit aussi rester, j'allais dire, compétitif avec des sociétés, des pays qui ont des modèles autoritaires et qui eux donc ils vont à fond. Et donc le problème, et je pense que toute la tentation, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit un sujet de société, c'est qu'il peut y avoir une tentation pour les politiques qui ont cette obligation de conserver la compétitivité, finalement d'aller un peu dans l'autoritaire pour rester compétitif. Et pour moi, il y avait eu un exemple qui m'avait marqué, c'était je sais pas si c'était les députés et les sénateurs, à un moment qui avaient fait un rapport sur justement le système de scoring social en Chine. Et en fait, je ne sais plus, un sénateur, un député qui s'était senti obligé de dire, alors rassurez-vous, c'est pas du tout parce qu'on compte le mettre en place, mais ça serait quand même intéressant, c'est quand même intéressant d'analyser ce qui se passe.
Et ça, je pense que c'est un signe. Il y a quand même des gens qui comprennent effectivement qu'il y a un challenge et que ça va être compliqué. Enfin, pour nous, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Mais oui, ce qui est très pernicieux, c'est ce que disait Charles au début, c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte en fait, de ce qui se passe une fois que ces données sont accessibles, on n'en voit pas les effets tout de suite, et qu'en fait il manque un débat public, il manque que les gens soient au courant des potentiels effets pervers, parce que c'est vrai que si on brandit uniquement les avantages de virer complètement la confidentialité en disant bah, c'est vachement plus pratique pour combattre le crime, mais qu'on ne parle pas aussi des abus, les gens vont dire bah oui, moi, évidemment qu'on a envie de combattre le crime, mais en fait on ne se rend pas compte de tout ce qu'on perd, et c'est un peu la même chose avec nos données de façon générale. On ne se rendait pas compte d'à quel point tous les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche ou tout ce qui se passe sur Internet avaient accès à nos données. Et pourtant, aujourd'hui, ça commence à nous déranger, d'avoir l'impression que notre téléphone nous écoute et de se dire « Oh là là, c'est bizarre, j'ai dit ça, pourtant j'ai fait aucune recherche, personne n'a fait aucune recherche, mon téléphone il pousse ces informations. » Ça nous dérange. Et pourquoi ça nous dérange ? Parce que fondamentalement, on a ce besoin de vie privée. C'est important psychologiquement de sentir qu'il y a des endroits où on peut être uniquement soi et qu'on n'est pas observé par la société. Et ce qui est pernicieux, c'est de ne pas se rendre compte en fait, que si on vire la confidentialité, toutes ces choses-là se font sans notre consentement et sans se rendre compte exactement de tout ce qu'on perd, et qu'on n'a pas eu ce débat public sur, en fait, si on enlève ces digues de confidentialité, voilà tout ce qu'on risque de perdre. Est-ce que vous êtes OK ? Est-ce que c'est un trade-off qui est acceptable pour vous, pour combattre certains crimes, de sacrifier tout ça ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la collecte des données via les États et du système chinois, etc. Mais au final, les premières entités qui collectent des données, c'est les grosses entreprises technologiques, les GAFA en particulier. Et tout ça, ça a été perverti par leur modèle économique. Quand Google est arrivé, ils sont arrivés avec un produit gratuit et ils se sont demandé ensuite comment ils allaient faire de l'argent avec. Et la meilleure stratégie de faire de l'argent avec leurs produits, on pourrait penser que c'est de faire payer le service, mais le problème c'est que les gens ils ont été habitués dès le début de Google que le service soit gratuit. Donc faire de l'argent en demandant de l'argent aux utilisateurs, c'était une chose difficile. Donc c'était le début de la monétisation de la data, et à aucun moment on s'est posé la question en fait. Et maintenant on se retrouve presque 20 ans après, même plus de 20 ans après, où il y a ces géants technologiques qui ont collecté une quantité de data qui est phénoménale sur l'ensemble des humains. On n'a pas idée de la quantité de data. Et en plus de ça, maintenant, on a des modèles d'intelligence artificielle qui sont ultra efficaces sur ces data et qui connaissent des choses sur nous que nous-mêmes, on connaît même pas, en fait. Donc là, on arrive vraiment dans une situation très particulière. Merci pour toutes ces réponses. Ça me fait un peu penser aussi, comme parallèle avec les banques ou même certains protocoles crypto ou shitcoin, comme on les appelle, où ils vont proposer un yield, par exemple, qui est complètement démesuré. Et en fait, ça attire au fur et à mesure. Et à la fin, en fait, tu es un peu le dadon de la farce dans ce scam. Et c'est un peu la même chose avec ces services qui ont l'air publics. Et à la fin, tu te dis, mais en fait, c'était comment ils faisaient leur argent, mais c'était moi en fait. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je voulais revenir un peu sur Bitcoin. Bitcoin, il est pas anonyme, il est pseudonymisé. On a un code qui nous représente, un identifiant. Donc si tôt ou tard on lie notre identité à une transaction, après c'est très dur de s'en défaire. Aujourd'hui, il y a la réglementation qui est arrivée sur Bitcoin, qui est très fortement là. Dès qu'on veut acheter, par exemple, sur une plateforme, aujourd'hui, toutes celles qui sont réglementées, on doit donner notre identité, et notre identité est rattachée à nos Bitcoins. Comment, par rapport à ce qu'on a dit, on vit avec ça? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'au fur et à mesure, on essaie de trouver des solutions pour, comme Samouraï, pour défaire cette identité? Est-ce que c'est nécessaire? Disons qu'effectivement, quand on réfléchit à la chose et qu'on se dit qu'on a cette grande blockchain qui est un ledger public de l'ensemble de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début de Bitcoin, et que le registre, il n'est pas vraiment confidentiel, parce que la pseudonymité, c'est quand même le niveau le plus bas de confidentialité. Effectivement, il y a un côté un peu compliqué. Si on est capable de savoir l'ensemble de toutes les transactions que j'ai fait dans ma vie, ça me pose un problème de confidentialité. Et le problème, c'est que sur Bitcoin, le protocole est comme ça. Et il y a quand même assez peu de chances qu'on rajoute un layer de confidentialité sur Bitcoin, en tout cas au niveau protocolaire.
dans le futur. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu un état de fait et ça risque de ne pas changer. Et on ne peut pas vraiment compter sur le fait que la pseudonymité ne va pas être révélée. Là, aujourd'hui, on peut plutôt compter sur le fait que nos adresses, on peut potentiellement savoir à qui elles appartiennent. Et souvent, enfin, il y a un petit moment, il y avait pas mal de poncifs autour de Bitcoin, qui est le réseau pour blanchir de l'argent et les criminels, mais en fait, c'est le plus mauvais outil pour ça. Je veux dire, tout est public sur le registre. C'est vraiment un très mauvais outil pour blanchir de l'argent. Enfin, oui. Oui, non, j'ai rebondir sur ça, c'est que, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que de base, enfin, si on prend Bitcoin de base, c'est même une régression par rapport au modèle du système bancaire. Alors, c'est marrant parce que dans le white paper, enfin, il compare les deux modèles, mais bon, enfin, je pense que la conclusion n'était pas vraiment était pas très juste, et que de base, il y a quand même une régression, c'est-à-dire que quoi qu'on pense des banques ou quoi qu'on puisse reprocher, les banques nous assurent quand même une certaine intimité, on va dire, par rapport aux gens avec qui on transacte. Ça reste, c'est-à-dire que quand je paie quelqu'un au restaurant, enfin, ou que je paie dans un bar, enfin, ou dans un magasin, la personne que je paye ne sait rien sur le reste de mon compte en banque ou de mes transactions financières. Avec Bitcoin, on va dire si vous ne faites pas attention, particulièrement on-chain, ça devient rapidement compliqué et donc ça devient rapidement dangereux. Et en fait, pour moi, le besoin de base, je veux dire, d'outils autour de la vie privée, à la base, c'était de la sécurité de base, c'est-à-dire juste pouvoir dépenser ces bitcoins on-chain et sans à chaque fois se demander est-ce que là je vais prendre un risque, c'est-à-dire est-ce que la personne que je paie pourrait aller chercher, enfin regarder si j'ai beaucoup de bitcoins et puis il va m'attendre à la sortie du bar et me casser la gueule. Enfin, ça vaut aussi pour les patrons de bar qui prennent les bitcoins. Enfin, et parce que en fait le but de l'argent, c'est quand même d'enlever le besoin de confiance. Et donc si vous si vous créez un nouveau système de monnaie, mais où il vous faut réfléchir à savoir en fait est-ce que vous pouvez payer en toute sécurité la personne ou pas, en fait c'est une régression. Donc voilà, donc il y a un vrai problème. Alors Lightning n'est pas du tout parfait, mais bon, d'une certaine façon, il y a quand même certains aspects mieux, mais bon voilà. Mais bon, il y a besoin de façon, enfin. Je suis aussi d'accord sur ce que tu dis. Enfin, au niveau protocole, j'ai longtemps espéré, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais bon, ça paraît quand même de plus en plus éloigné. Et il faut des solutions. Mais bon, ça devient de plus en plus compliqué. En fait, ce qui est important, je trouve, à comprendre, c'est que la confidentialité, c'est un peu comme la sécurité. Il y a tout un spectre de confidentialité en fonction de comment est-ce qu'on veut utiliser Bitcoin, de quoi est-ce qu'on veut se protéger, de qui est-ce qu'on veut se protéger. Et en fonction de ça, on va utiliser Bitcoin d'une manière ou d'une autre avec différents types d'outils parce qu'on veut se protéger contre tel truc. Mais ce ne sera jamais possible d'avoir une confidentialité parfaite, de la même manière que ce ne sera jamais possible d'avoir une sécurité parfaite. Parce que même si par exemple on avait un réseau qui garantissait complètement parfaitement la confidentialité, impossible de tracer quoi que ce soit, bah, tu es un patron de bar qui accepte les paiements dans cette crypto-monnaie ou sur ce réseau parfaitement sécurisé, bah, tu laisses quand même une trace dans le monde réel. Les gens ils voient bien que tu l'acceptes dans le bar, ils voient bien qu'il y a tant de clients qui sortent du bar. Et donc ça, c'est des sortes de métadonnées qui leur permettent de savoir que oui, tu as de l'argent dans cette donnée, même si en fait le protocole et la trace numérique, elle n'existe pas. Donc en fait, tu vas jamais complètement... On vit dans le monde réel aussi, on fait des choses dans le monde réel. Tout ça, ça nous sert quand même à faire des transactions dans le monde réel pour vivre notre vie. Et ça, c'est impossible d'empêcher de laisser des traces quelque part. Donc on n'aura jamais une confidentialité ou une sécurité parfaite, mais il faut être capable d'avoir différents types d'outils, les moyens surtout d'évaluer quel est le niveau de confidentialité de l'outil qu'on utilise, et en fonction de qui on veut se protéger, si on est dans un régime autoritaire ou pas, si cette transaction est une transaction très sensible ou pas, là, avoir les outils à disposition pour pouvoir se protéger de la bonne manière. Aujourd'hui, quels sont les outils? Comment, moi, une fois que j'ai acheté mes bitcoins, je ne sais pas, sur Binance, je décide je veux prendre un peu d'écart avec mon Tu les laisses identité. pas longtemps sur Binance déjà. Ok. Et je pense qu'une première stratégie, c'est déjà de ne pas les acheter sur un endroit KYC. C'est ce que disait hier. Tu voles les ledgers de Charles et tu lui demandes son PIN. C'est un très bon moyen que ce soit pas Tu traçable. peux les voler, ça c'est pas une bonne idée. Sinon tu peux les miner, du coup ils sont complètement anonymes. Il n'y a pas de lien disons entre ton adresse et ton identité. Après tu peux vendre des objets et être demandé à payer en Bitcoin. Enfin il y a différentes stratégies pour acheter du Bitcoin non KYC.
Et après, effectivement, si tu les achètes sur un exchange, il y a des stratégies pour essayer de cacher un peu les données, le mixage notamment. Mais ce qu'on voit, c'est que les États de nos démocraties libérales, ils ne sont pas très friands de l'utilisation de ces outils. Ils commencent même à criminaliser les opérations. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Laurent, toi qui as été un peu dans le cyclone. Oui, enfin, après, bon, si vous suivez ce qui se passe en crypto, enfin, ou sur Bitcoin. Juste peut-être un peu résumer quels étaient les chefs d'accusation qu'il y a eu contre Samouraï. Alors, les chefs d'accusation... Et expliquer ce que Samouraï faisait exactement. Alors, quand même. Bon, Samouraï, à la base, c'était un wallet mobile, et puis donc après, c'est devenu toute une suite de services autour justement de la protection de la vie privée. Donc, ils font ça depuis 2015. C'est 2 Américains à la base qui ont monté ça. Et là, à la fin, on était 15 ou 20 contributeurs, je pense, à peu près partout dans le monde. Et donc, il y a tout un ensemble de services qui étaient développés, dont OXT, donc, qui était plutôt sur la partie analyse. Et entre autres, on s'était inspiré du modèle de Ledger Donjon. Enfin, voilà, on faisait pour la privacy ce que vous faisiez avec Donjon, pour Ledger. Enfin, bon, voilà. Mais donc, voilà, et dans les services, il y avait donc un système de conjoin, donc, qui est du mixing, pour justement avoir un minimum de privacy, sachant que la vision pour nous, enfin, quand on a commencé la vision à terme, c'est quand même se dire que la solution, c'était quelque chose au niveau du protocole. Bon, là, j'avouerai que ces dernières années, on avait abandonné l'idée que ça arriverait, donc bon, on s'est dit, il faudra continuer, mais bon, passons. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les 2 fondateurs ont été arrêtés par le FBI au mois d'avril. Après, je pense, une première tentative ratée en mars, mais bon, ça c'est notre histoire. Et donc, ils ont saisi tous les serveurs, ils les ont arrêtés. Donc là, c'est un attend du procès. Donc, il y a 2 chefs d'accusation qui sont... Alors, c'est 2 chefs d'accusation de conspiration. Donc, c'est en gros, aux États-Unis, conspiration, c'est quand il n'y a pas de preuve matérielle que vous avez commis un crime. On vous accuse d'avoir conspiré pour commettre ce crime. Mais vous n'êtes même pas obligé, en fait, d'avoir commis le crime, d'ailleurs. Vous avez pensé à le commettre. Et donc là, les 2 conspirations, c'est conspiration d'avoir opéré une société de transfert d'argent sans avoir la licence et sans implémenter tout ce qui va avec, donc en gros des procédures de KYC et d'AML, sachant que Samouraï est en fait un wallet, enfin tous les outils sont non custodiales, c'est-à-dire que Samouraï ne contrôle jamais les fonds de ses utilisateurs, et que depuis 2013, il y a un cadre établi par FinCEN, qui est l'équivalent de TrackFin aux États-Unis, donc qui en gros est l'entité gouvernementale en charge de définir ces cadres légaux aux États-Unis. Et donc depuis 2013, FinCEN répète année après année la même chose, c'est que un service crypto qui ne prend pas en charge, enfin qui ne gère pas la custodie pour ses clients, n'est pas une société de transfert d'argent et donc n'a pas à remplir les devoirs des sociétés de transfert d'argent. Et donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que le département de la justice aux États-Unis remet ça en cause avec Samouraï, mais ils le font déjà sur un autre procès qui est en cours aussi, qui est côté Ethereum, qui est Tornado Cash, donc qui était pareil un mixeur, mais côté Ethereum. Et en fait, c'est là où on rentre vraiment dans le très bizarre, c'est que dans le cadre du procès Tornado Cash, il y a eu ce qu'on appelle un amicus, je ne sais plus quoi, enfin en gros une association de juristes qui a déposé des éléments qui allaient plutôt dans le sens de la défense. Et la réponse du département de la justice sur un des éléments était de dire « Oui, mais en fait, ce que dit FinCEN, en fait, on s'en fout. En fait, ce n'est pas des lois, et donc, en fait, nous, on est le département de la justice, on s'en fout. » Et ça, c'est vraiment problématique, parce que, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il se passe un truc aux États-Unis, je pense, alors après c'est mon interprétation, mais je pense que je ne suis pas du tout le seul à l'avoir, c'est que le gouvernement américain est en fait en train de réguler en faisant des jurisprudences. C'est-à-dire qu'en fait c'est le département de la justice qui va poursuivre des personnes, ça part en procès, et quand les procès sont gagnés, d'une certaine façon ça devient une jurisprudence et ça devient des lois. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que cette affaire, je pense, ça a commencé en 2018 ou 2019, où en fait le gouvernement américain a annoncé que il traquait déjà les darknet, les marchés du darknet, mais ils ont annoncé qu'ils allaient traquer aussi les mixeurs. Alors c'était les mixeurs custodiaux à l'époque. Et en gros, personne n'a rien dit parce que c'était des trucs qui étaient très près des sites du darknet, et puis c'était surtout des trucs qui étaient qui allaient à l'encontre de la directive FinCEN. Donc
forcément, enfin, il y avait un problème de façon légale. Donc, personne n'a rien dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite musique qui s'est installée, qui est qu'en fait, ils répètent sans arrêt, oui, mais les outils de protection de la vie privée, eh ben, c'est normal, enfin voilà, c'est un droit humain, tout ça. Mais en fait, il y a la petite musique qui s'est installée, c'est que mixing, c'est mal, mixing, c'est sale. Et ça fait en fait depuis 2019 en fait que et l'étape suivante en fait, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire que là où normalement les premiers en fait ont été poursuivis parce qu'ils étaient custodiales, donc vraiment enfin, ils auraient dû être des sociétés enregistrées de transfert d'argent, et donc c'est pour ça qu'ils étaient poursuivis. Donc, enfin, en fait, d'une certaine façon, dans l'esprit des gens, c'est devenu le mixing c'est mal. Donc ce qui permet aujourd'hui de poursuivre Tornado Cash ou Samurai, qui ne sont pas du tout custodiaux, mais qui en fait juste font du mixing. Et le truc, c'est que là, en fait, si ça passe, la prochaine étape, je pense, ça sera de dire, en fait, même si vous ne faites pas de la custodie, et pas du mixing, hein, ça ne sera plus le sujet, mais même si vous faites de la crypto et que vous ne faites pas de custodie, vous êtes quand même potentiellement un service de transfert d'argent. Et donc, vous devez être enregistré, et donc, vous devez remplir enfin, tout un tas de règles, et puis ça coûte, enfin, c'est lourd, quoi. Et en fait, je pense que le endgame, c'est ça, c'est de, en fait, enfin, si là, ça passe, enfin, s'ils ont gain de cause sur Samurai et sur Tornado Cash, je pense que les briques suivantes, ça sera d'un côté la défi, et de l'autre côté, tous les services non custodiaux, wallet, tout ça. Et je pense qu'en fait, le but à terme, c'est de tuer la crypto telle qu'elle est. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète la dynamique. Donc tu prépares Ledger et A5 à se faire attaquer? Ben, alors, non, Ledger, je pense pas, parce que c'est quand même un truc, enfin, c'est une brique technique, enfin, ça pourra s'intégrer, je pense que ça sera plus simple. Enfin, il faudra oublier le wallet, mais... Et quand tu réfléchis aussi à Tornado Cash comme Samurai, ça reste des outils technologiques et de mon point de vue, on devrait avoir une neutralité Bien sûr. de la technologie. De la même manière que Signal, ce qui fait du chiffrement de bout en bout, c'est une brique technologique qui permet aux gens de discuter de manière confidentielle et qui est attaquée par UK. Il y a des projets aussi en Europe pour interdire le chiffrement de bout en bout ou alors mettre des mouchards dans les téléphones pour vérifier qu'il n'y ait pas de child pornography, etc. En fait, tout ça, ça pose un véritable problème parce qu'on attaque des briques technologiques qui sont utilisées majoritairement pour faire des choses tout à fait légales et louables, sous couvert qu'il y a des mauvaises utilisations. C'est un petit peu comme si on interdisait de vendre des marteaux parce qu'il y a des gens qui prennent des marteaux pour taper sur d'autres gens. Juste, je vais faire une parenthèse, après je redonne la parole, mais juste sur ça, sur le fait d'outils qui sont utilisés pour des choses enfin, pas du tout criminelles. C'est une chose entre guillemets qui est amusante dans l'acte d'accusation contre Samurai, c'est qu'ils ont relevé en fait qu'il y aurait, suivant comment on mesure, entre 3 et 5% du volume de Samurai qui aurait été d'origine, enfin lié à de l'activité criminelle. Et donc Samurai est accusé de ne faire aucun contrôle le AML, le KYC. Et en fait, quand on regarde dans la littérature, enfin, ce qui est connu, c'est que 3 et 5%, ça correspond à peu près au résultat de ce qui passe dans les banques qui sont donc normalement hyper strictes sur les contrôles. Et en gros, c'est le volume d'activité criminelle voilà, qui passe sur les banques. Je dis juste ça comme ça. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que c'est vraiment une régression au sens où on a déjà vécu ça dans les années 90 avec les crypto wars aux US, sur le tout début de la cryptographie, où la cryptographie était hyper contrôlée par quelques entités gouvernementales qui ne voulaient pas que la cryptographie puisse être utilisée par le grand public. Il y a eu des mathématiciens, des cryptographes qui se sont battus pour que ce soit le cas, qui ont imprimé leurs équations mathématiques sur des t-shirts pour les vendre, pour dire bah non, aux US, c'est de la liberté d'expression des mathématiques. Tout le monde devrait pouvoir utiliser les maths s'il en a envie. Et ils ont gagné. C'est passé devant les cours suprêmes, ça a été beaucoup de travail, mais légalement, ça a été reconnu que oui, on a le droit d'utiliser la cryptographie, qu'il y a des bons usages de la cryptographie, que c'est important que les gens aient accès à ça pour la confidentialité. Donc on pensait qu'après ça, c'était réglé, que c'était accepté. Et là, 30 ans plus tard, on est en train de retomber dans quelque chose qu'on a déjà vécu et d'essayer de revenir en arrière parce que les gouvernements sentent que ça leur échappe et qu'en fait, ils auraient bien aimé ne jamais lâcher ce contrôle, sauf que j'espère que le résultat sera le même, qu'on reconnaîtra quand même que c'est important la confidentialité, c'est important la vie privée, que ça fait partie de la liberté, que c'est quelque chose d'assez fondamental, que ça a quand même été prouvé, qu'on a vraiment besoin fondamentalement en tant qu'être humain d'avoir cette vie privée. Et donc j'espère que ce sera reconnu et que sur la partie légale, il va y avoir les efforts faits pour mettre en avant que
on ne doit pas sacrifier la vie privée de tout le monde pour quelques usages qui sont néfastes. C'est vrai que c'est une note un peu optimiste parce que dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90, l'utilisation de la cryptographie était fortement réglementée, voire interdite. Globalement, c'était interdit d'utiliser de la cryptographie qui n'était pas facilement cassable par les gouvernements. Si on veut simplifier, c'est un peu ça. Et c'est effectivement tout ce qui s'est passé avec Freedom of Speech qui a permis de libéraliser la cryptographie et qui a permis ensuite de sécuriser Internet. Il n'y a pas de HTTPS avant 2000, 2002, un truc comme ça. Avant 2002, l'ensemble de toutes les communications qu'il y avait sur Internet étaient en plain text, c'est-à-dire que n'importe qui monitore le réseau pouvait complètement comprendre exactement tout ce qui se passait sur Internet. Et c'est ensuite, grâce à la libéralisation de l'utilisation de la cryptographie, parce qu'avant c'était un petit peu considéré comme une arme de guerre en fait, qu'on a pu sécuriser Internet et rajouter des couches de confidentialité. On voit qu'en tant que société, ça a apporté énormément de développement. Donc, on espère, et c'est le but des crypto-monnaies, de Bitcoin, de justement apporter d'énormes développements, de permettre à beaucoup de gens de sortir d'une situation difficile et d'être un outil de liberté et d'expression. Juste pour rebondir sur les possibles prochains acteurs qui pourraient être des cibles d'attaque gouvernementale, ce que j'allais dire, c'est que pas forcément une bonne nouvelle, mais je pense que Lightning, et notamment les fournisseurs de liquidités de Lightning, sont une très très bonne cible à venir. Parce que, enfin, honnêtement, si vous n'êtes pas ciblé comme société de transfert d'argent, alors que je ne dis pas que c'est normal. Alors que de la même manière, on a fait en sorte de n'avoir jamais le contrôle des fonds de l'utilisateur pour justement ne pas avoir à rentrer dans ces cases de Money Transmitting Business. Et c'est là qu'on espère qu'il y a assez de lobby juridique qui est en train de se faire pour expliquer aux gens en quoi c'est différent de la finance traditionnelle et pour expliquer en quoi la régulation doit s'adapter et trouver un équilibre pour permettre quand même ce genre de cas d'usage d'exister. Et pour le moment, vous avez quand même pris la décision chez A5 de quitter les États-Unis, c'est ça? Vous avez fait un message sur Twitter, sur les réseaux en disant parce que comme disait Laurent, les actes d'accusation contre Samouraï, ils sont hyper larges et ils ont mis un peu tout. C'est vraiment un acte d'accusation fourre-tout dans lequel ils mettent des choses qui vont à l'encontre complet de ce qui s'est fait depuis 5 à 10 ans légalement aux US. On ne sait pas ce qui tiendra réellement en justice. Après, peut-être une grande partie de ces actes d'accusation vont probablement être jugés non recevables en justice. Mais le problème, c'est qu'en attendant, même si c'est jugé non recevable, Samouraï Wallet ne peut plus exister et va passer un an et demi à attendre un jugement. Donc clairement, c'est beaucoup plus, comme il y a cette énorme incertitude juridique aux US, le plus simple aujourd'hui, c'est de sortir de ce marché en attendant qu'il y ait un peu plus de clarté régulatoire et de se concentrer sur les marchés où on espère que c'est beaucoup plus toléré. Okay. Et je me posais la question, si on imagine vraiment le pire et que le gouvernement a vraiment envie d'attaquer le réseau, la confidentialité, ce genre de choses, est-ce que ce ne serait pas possible qu'au fur et à mesure, ils s'introduisent dans vos entreprises de manière soit officielle ou officieuse et qui demandent à avoir accès aux données, d'introduire de corrompre un peu le code? Comment moi en tant qu'utilisateur je peux m'en protéger? Comment je peux peut-être m'en rendre compte? Est-ce qu'il y aura des signes? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est probable? En fait, c'est là qu'il faut espérer quand même que nos démocraties fonctionnent un minimum et que ce genre de choses passe par un contrôle et un dialogue public et que les gens seront au courant de ce genre de choses, de la même manière que tu ne peux pas faire des écoutes, la police ne peut pas décider unilatéralement de mettre quelqu'un sur écoute, il faut quand même passer devant un juge et à un moment il va falloir révéler ça publiquement. Il faut espérer que ce genre de choses, qu'il y a en fait les garde-fous au niveau de l'État pour empêcher que ces dérives arrivent, parce que sinon je pense que c'est très inquiétant d'un point de vue sociétal si ce genre de choses peut arriver. D'un point de vue technique, en tant qu'utilisateur, pouvoir le détecter, c'est compliqué. L'intérêt, c'est qu'on fait quand même, on donne accès à notre code de manière open source, donc n'importe qui peut auditer le code, vérifier que le code ne fait rien de bizarre, peut vérifier exactement ce qui serait transmis sur le réseau et donc s'assurer qu'il n'y a rien de compromettant qui serait transmis sur le réseau. Mais ça, en réalité, c'est quand même techniquement, c'est compliqué à faire, ça demande énormément de temps. Donc pour un utilisateur lambda, c'est du boulot, mais il faut espérer que les experts en sécurité font ce travail-là pour les autres et peuvent dire ce code a été audité, si vous l'utilisez tel quel, vous avez telle et telle garantie de sécurité, confidentialité. Et là, c'est vraiment à toute la communauté de se mobiliser pour essayer de garantir ce genre de choses. Moi, je pense effectivement qu'on peut quand même compter sur la séparation des pouvoirs et que ça passe par la justice, etc. Après,
globalement, ce que nous, on essaie de faire, et ce qui est une bonne pratique, c'est de ne pas avoir des datas qui pourraient compromettre nos utilisateurs. Déjà, ça, c'est une bonne pratique. Si tu n'as pas ce genre de data, au moment où un État te la demande ou la justice te la demande, bah, tu ne l'as simplement pas. Donc, ton système, il a été designé de telle sorte que tu ne te retrouves pas dans une telle situation. Un État qui ferait pression pour aller te mettre une backdoor dans ton code, qu'il le fasse directement, ça me paraît assez peu probable. Et puis là, à la fin, les entreprises, elles sont aussi... je veux dire, si ça arrivait à Ledger, ça serait un risque de mort pour Ledger. Donc il n'y a pas de raison de le faire pour Ledger, en fait. Tu vois. Par contre, ce qui peut arriver, ce qu'on peut imaginer qu'un État puisse essayer de faire, c'est d'essayer d'attaquer une entreprise pour aller mettre des backdoors dans son système. Et c'est là qu'il faut être très vigilant et avoir des systèmes de sécurité qui sont forts. Parce que ça arrive en final. Il y a plusieurs histoires récentes, notamment où tu as probablement des États qui ont installé des backdoors dans des paquets Linux et qui se sont retrouvés sur l'ensemble de tous les serveurs du monde et qui ouvraient des ports SSH à on ne sait pas qui. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Et là, c'est vraiment la sécurité, les process. Il faut pas rigoler avec ça. Okay, merci. Je pense qu'on arrive pile poil à la fin. Est-ce qu'il y a un petit message d'optimisme quand même? Parce que ce sujet est souvent, ça fait peur à la fin quand on parle, tu dis voilà, il n'y a pas vraiment de solution. Mais on parle de Lightning, c'est quand même une solution qui a l'air de nous permettre de diminuer les risques, ou en tout cas d'augmenter notre confidentialité, parce qu'on fait les transactions pas on-chain, mais entre nous, au fur et à mesure, on note juste la fin de l'état de notre portefeuille. Je pense déjà avoir conscience que la privacy, la confidentialité, la vie privée, c'est des choses qui sont importantes. Déjà, ça c'est un bon début. Une fois qu'on a conscience, on peut décider, ou en tout cas essayer de décider quel genre de données on partage, à qui, comment, pourquoi, etc. Ça je pense, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on a tout un tas d'outils qui sont des outils technologiques qui permettent de préserver notre vie privée. Utilisons-les. Et lorsqu'ils sont challengés, il faut le dire, il faut se battre et il faut faire en sorte qu'on puisse continuer à les utiliser. Moi, je pense que vraiment, ça part vraiment par ayons la volonté de préserver notre vie privée et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et la note positive, c'est quand même se dire que si on en est là et qu'on a ces discussions aujourd'hui et que des États sont en train de vraiment se poser ces questions, que des régulateurs sont en train d'arriver, c'est génial, c'est qu'on est dans la cour des grands, c'est qu'on a quand même réussi à créer quelque chose. Qui aurait pensé il y a 10 ans il y a plus, qu'on serait capable qu'un individu lambda serait capable d'installer une application sur son téléphone sans demander à personne d'envoyer à l'autre bout du monde de l'argent de manière non censurable, instantanée et que ça coûte assez peu cher. C'est génial, c'était vraiment inattendu. Peu de gens pensaient que ce serait possible et qu'on réussissait vraiment à développer ce genre de choses. On arrive à un stade de maturité où on commence à avoir cette discussion, ce qui est une bonne chose, qui montre qu'on est pris au sérieux, que c'est quelque chose qui, j'espère, est là pour rester et pour permettre à beaucoup de gens de bénéficier de tous les avantages d'Internet, de cryptographie, de paiement sur Internet et tout ce que ça peut apporter comme développement économique. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci.